Tu crois être libre. Tu fais des choix, tu avances, tu construis. Mais parfois, sans même t'en rendre compte, ce ne sont pas tes choix. Ce sont ceux d'une voix intérieure. Une voix qui ne t'appartient pas vraiment. Elle te murmure. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas assez. Tu n'as pas ce qu'il faut. Tu crois décider, mais tu évites. Tu crois choisir, mais tu compenses. Et chaque jour, tu vis en fonction de ce que tu penses devoir être, plutôt qu'en fonction de ce que tu es réellement. Cette vidéo est un déclic, pas une simple réflexion, pas une motivation, une confrontation avec les pensées qui t'enferment, les croyances que tu répètes sans les avoir jamais choisies. Tu vas voir comment elles s'installent, pourquoi elles te sabotent, et surtout, comment les démolir une à une, avec une clarté brutale, presque chirurgicale. On va s'appuyer sur les stoïciens, mais aussi sur des témoignages puissants, des données concrètes, des réalités profondes. Car ce que tu fuis te retient, et ce que tu crois être toi ne l'est peut-être pas. Alors reste bien jusqu'au bout, parce que ce que tu vas entendre pourrait remettre en cause des années entières de schémas mentaux, et t'offrir enfin l'espace de devenir libre. Et pour ancrer ce changement en toi, dès maintenant, écris dans les commentaires « Je suis libre ». Ces 3 mots ne sont pas juste symboliques. Ils t'aident à fixer cette décision dans ton esprit. Mais surtout, ils peuvent réveiller quelqu'un d'autre, quelqu'un qui lira ton message et qui osera, à son tour, commencer à se libérer. Elon Musk a dit un jour « Je pense que c'est possible pour des gens ordinaires de choisir d'être extraordinaires. » Et ce mot « choisir » change tout. Ce n'est pas un don, ni une chance. C'est un renoncement, une désintégration volontaire des croyances qui emprisonnent. Ce qu'on ne voit pas derrière ces entreprises, ces risques, ces échecs publics, c'est ce qu'il a dû tuer en lui. La peur de décevoir, l'idée que l'on doit plaire pour être aimé, et surtout cette voix toxique qui dit « Tu n'es pas fait pour ça ». Nelson Mandela a passé 27 ans en prison, mais ce n'est pas cette cellule qui l'enfermait. Ce sont les pensées qu'il avait dû combattre pendant des années avant d'entrer. Je ne peux rien changer. Je suis une victime. On ne me laissera jamais parler. Il n'a pas changé le monde en sortant. Il a commencé à le changer en détruisant cette croyance qu'il n'était qu'un rouage impuissant. Cette transformation intérieure est bien plus puissante que ce qu'on imagine, parce qu'elle est universelle. Elle commence là où tu es. Et puis il y a Roosevelt, paralysé par la polio à 39 ans. L'un des présidents américains les plus influents du XXe siècle. Il a dirigé un pays en guerre depuis une chaise roulante, cachée du public. Son plus grand combat, ce n'était pas Hitler. C'était cette croyance dévastatrice. Je suis fini. Il l'a brisée à coups d'action quotidienne, de volonté, de silence intérieur. Il n'a pas attendu d'aller mieux pour reprendre le pouvoir. Il a changé le sens du mot « force ». Ce que ces hommes ont détruit n'est pas extérieur. C'est intérieur. Et c'est exactement ce que tu portes en toi sans le savoir. Cette croyance que les autres ont quelque chose de plus. Cette sensation que tu es moins ou pas encore prêt. Cette pensée que tu dois attendre un signe, un feu vert, une permission. Et si je te disais que c'est précisément cette croyance qui te fait perdre des années? Selon une étude de la National Science Foundation, 80% de nos pensées quotidiennes sont négatives et 95% sont les mêmes qu'hier. Tu tournes dans une boucle, et ce n'est pas la réalité qui te bloque. C'est le script invisible que tu rejoues sans t'en rendre compte. Tu crois peut-être que tu dois mériter le bonheur, ou que tu n'en es pas digne tant que tu n'as pas coché toutes les cases. Mais Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela et tu trouveras la force. » Cette phrase est brutale parce qu'elle détruit un mythe, celui que le monde te doit quelque chose. Regarde Oprah Winfrey, née dans une pauvreté extrême, victime d'abus, rejetée. Elle aurait pu croire qu'elle ne méritait pas de réussir. Elle aurait pu écouter cette croyance sociale. Une fille noire, pauvre, dans le sud des États-Unis, n'ira nulle part. Elle a brisé cette programmation mentale. Pas d'un coup, mais jour après jour, en réécrivant son propre récit. Ce n'est pas magique, c'est neurologique. Le cerveau est malléable. L'université de Harvard a démontré que la neuroplasticité permet de reconfigurer les connexions neuronales simplement en changeant nos pensées dominantes. En clair, penser autrement finit par nous faire agir autrement. Et agir autrement change notre vie.
Mais alors pourquoi si peu de gens le font? Parce que c'est douloureux de détruire ce qu'on croit être vrai depuis toujours. C'est terrifiant de remettre en cause ce qu'on nous a appris. Le stoïcisme appelle ça l'assentiment, le moment où tu choisis de croire ou de ne pas croire une pensée. Ce moment est plus important que tes diplômes, ton passé ou ton statut. C'est là que se joue ta liberté. Épictète, esclave affranchi devenu maître à penser, enseignait que ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons de ces choses. Et cette opinion, tu peux la remplacer, pas par des affirmations creuses, mais par des constats ancrés, réels. Aujourd'hui, plus de 60% des jeunes adultes dans les pays développés déclarent se sentir enfermés dans une vie qu'ils n'ont pas choisie. Ce n'est pas le monde qui les enferme, c'est ce qu'ils croient possible ou impossible. Tu crois que tu dois avoir confiance pour agir? Non. C'est en agissant malgré la peur que tu construis la confiance. C'est en désobéissant à ta croyance que tu lui reprends le pouvoir. Regarde autour de toi. Ce qui distingue ceux qui avancent de ceux qui stagnent, ce n'est pas leur intelligence, ni leurs moyens, ni même leur chance. C'est leur capacité à dire « et si ce que je crois depuis toujours était faux ?» Ce doute, s'il est bien utilisé, devient une clé, une faille dans le système, et cette faille peut devenir une brèche. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu crois encore vrai, mais qui ne t'a jamais rendu heureux? Quelles pensées sont devenues des prisons mentales? La vraie puissance, c'est de choisir ce à quoi tu ne croiras plus, comme Musk, comme Mandela, comme Roosevelt. Ils ont tous détruit en eux la croyance que leur passé dictait leur avenir. Toi aussi, tu peux commencer par là. Il y a une voix en toi. Tu ne l'as pas choisie. Tu ne l'as même jamais vraiment entendue consciemment. Et pourtant, elle dicte une immense partie de ta vie. C'est elle qui te murmure, quand tu as envie de changer de voie, que ce n'est pas le bon moment. C'est elle qui t'explique, quand tu te sens heureux sans raison, que ça ne va pas durer. Et quand les autres te regardent avec admiration, c'est elle qui sabote tout d'un mot. Ils ne te connaissent pas vraiment. Cette voix n'est pas la tienne. Elle est le produit d'années d'exposition à la peur des autres, au jugement des proches, aux modèles imparfaits. Elle s'est glissée dans ton esprit comme une mise à jour invisible. Et maintenant, elle parle avec ton ton. Elle utilise ta logique. Elle se camoufle en prudence. Mais ce n'est pas de la prudence, c'est du sabotage. Des études en psychologie cognitive montrent que nous avons environ 60 000 pensées par jour et que plus de 70% d'entre elles sont négatives ou orientées vers le doute. Ce ne sont pas des pensées réfléchies, ce sont des automatismes, des réflexes mentaux. Tu peux sourire à quelqu'un et en même temps penser que tu n'es pas assez bien pour lui. Tu peux avoir une idée brillante et en même temps t'auto-convaincre qu'elle est banale. Tu peux recevoir de l'amour et ne pas le croire sincère. Voilà le pouvoir destructeur de cette voix. Tu veux un exemple? Jim Carrey. Derrière son humour, son talent, sa carrière fulgurante, il y avait une voix qui répétait « Tu n'es rien sans les applaudissements ». Il l'a raconté dans une interview poignante. Quand il a atteint le sommet, il s'est effondré. Il a compris que sa souffrance ne venait pas de la réalité. Elle venait de cette idée plantée en lui depuis l'enfance. Tu dois être utile, drôle, spectaculaire pour être aimé. Et tant que cette croyance n'a pas été confrontée, aucun succès ne l'a libérée. Le stoïcisme enseigne une vérité brutale. L'opinion est dans notre pouvoir. La douleur n'est que l'ombre de notre jugement. Cette voix cachée, cette voix qui sabote, n'a pas d'existence réelle. Elle n'a pas de corps. Elle ne peut pas agir, sauf si tu l'écoutes, sauf si tu la crois. On pense souvent que le bonheur vient de ce qu'on ajoute à notre vie, argent, amour, reconnaissance. Mais les stoïciens nous enseignent autre chose. Le bonheur naît de ce qu'on retire. Et la première chose à retirer, c'est cette voix. Pas la faire taire par la force, mais l'observer, la démasquer. Des neuroscientifiques ont démontré que l'amygdale, centre de la peur dans le cerveau, réagit plus vite que le cortex préfrontal, responsable de l'analyse rationnelle. Ce qui veut dire que biologiquement, la peur parle avant la raison. Cette voix, cette résistance intérieure, c'est ta biologie primitive qui prend le contrôle. Et la seule manière de la calmer, ce n'est pas de l'ignorer, c'est de l'éclairer. Marc Aurèle écrivait « Si quelque chose t'atteint, ce n'est pas l'événement qui te fait mal, mais le jugement que tu portes dessus. Et ce jugement est souvent hérité.
la voix de ton père déçu, la peur de ta mère, l'humiliation à l'école, le rejet dans un couple. Toutes ces blessures ont laissé des traces, mais c'est toi qui les fais parler aujourd'hui. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que si cette voix peut te saboter, elle peut aussi être retournée, transformée. Il existe une pratique stoïcienne qu'on appelle l'examen intérieur. Chaque soir ou chaque matin, tu peux revisiter tes pensées les plus dures, les plus automatiques, et leur demander d'où elles viennent. Pas pour les juger, mais pour les replacer. Tu changes alors le système. Tu réécris la voix. Des études de la Yale School of Medicine ont montré que la restructuration cognitive, qui consiste à reformuler les pensées négatives en pensées alternatives, réduit significativement les symptômes d'anxiété, de stress chronique et de dépression. Cela veut dire que tu peux influencer ton bien-être, non pas en changeant ce qui t'arrive, mais en apprenant à reformuler ce que tu crois. Et tu n'as pas besoin de tout comprendre, ni d'être parfait pour le faire. Tu peux juste commencer par une question. Est-ce que cette pensée m'aide? Ou est-ce qu'elle me pèse? Tu veux agir, mais une voix dit « tu n'es pas prêt ». Tu veux parler, mais une voix dit « tu n'es pas légitime ». Arrête-toi une seconde. Demande-toi « est-ce que je suis obligé de croire cette voix ?» Le stoïcisme ne te demande pas d'être invincible. Il te demande d'être lucide, d'apprendre à reconnaître ce qui vient de toi et ce qui vient de ton passé, de ton entourage, de ton éducation. Car tant que tu ne le sais pas, cette voix parle à ta place. Et tant qu'elle parle, tu ne vivras jamais vraiment libre. Tu crois peut-être que tu es trop fragile, trop sensible, trop lent, trop rêveur, trop rationnel. Mais ce que tu es vraiment n'a jamais été le problème. Le problème, c'est ce que tu crois que cela veut dire. Et si à partir d'aujourd'hui, tu laissais cette voix parler, sans jamais plus l'écouter? Combien de fois l'as-tu pensé sans le dire? Je ne suis pas assez bon, assez beau, assez intéressant, assez intelligent, assez fort, assez digne. Parfois c'est flou, parfois c'est violent. Mais c'est là, comme un murmure constant qui mine tout. Tu avances, mais cette idée tire sur ta manche. Tu souris, mais elle te regarde de l'intérieur. Tu réussis quelque chose, et elle te murmure que ce n'est pas vraiment mérité. Cette croyance, c'est l'une des plus toxiques que l'être humain peut entretenir. Et le plus dangereux, c'est qu'elle est presque toujours invisible. Elle se cache derrière le perfectionnisme, la peur de l'échec, la dépendance affective, l'auto-sabotage. Tu crois que tu es timide, mais en réalité tu as peur de ne pas être assez. Tu crois que tu es paresseux, mais en vérité tu redoutes d'échouer, car l'échec validerait cette voix en toi. Des études menées par le National Institute of Mental Health ont montré que près de 75% des gens ont, à un moment de leur vie, ressenti le syndrome de l'imposteur, cette sensation profonde et douloureuse de ne pas mériter leur place, leur succès ou même l'attention des autres. Et ce chiffre monte à plus de 85% chez les femmes diplômées. On parle là de personnes compétentes, reconnues, admirées. Et pourtant, elles se sentent en dessous. Pourquoi? Parce que depuis l'enfance, on nous apprend à lier notre valeur à la performance. Tu es aimé si tu réussis. Tu es félicité si tu gagnes. Tu es reconnu si tu réponds aux attentes. Et très tôt, une idée s'installe. Ce que je suis ne suffit pas. Il faut prouver. Faire plus. Être plus. Toujours plus. Et cette course ne s'arrête jamais, parce qu'elle part d'un vide. Brené Brown, chercheuse américaine spécialisée dans la vulnérabilité, a passé plus de 10 ans à interviewer des milliers de personnes. Elle a découvert une chose fondamentale. Les gens les plus heureux ne sont pas ceux qui ont le plus de raisons objectives d'être fiers d'eux. Ce sont ceux qui se sentent assez avant même d'avoir réussi. Ce n'est pas une conséquence, c'est une posture intérieure. Le stoïcisme rejoint ce point avec une puissance extraordinaire. Sénèque écrivait « Tu n'es pas pauvre si tu as peu, tu es pauvre si tu veux encore plus ». On peut appliquer cette phrase à soi-même. Tu n'es pas insuffisant parce que tu es en chemin. Tu le deviens si tu crois devoir atteindre un idéal pour exister. Et tu veux savoir ce qui rend cette croyance encore plus toxique. Elle ne se manifeste pas toujours par des larmes. Parfois, elle se camoufle sous une image forte. Les gens qui en souffrent peuvent devenir perfectionnistes, tyranniques avec eux-mêmes, ultra-productifs. Ce n'est pas de la discipline. C'est une tentative désespérée de combler un vide identitaire.
Ils veulent prouver, encore et encore, qu'ils méritent d'exister, jusqu'à l'épuisement. Des études sur le burn-out montrent que la majorité des cas ne sont pas liés à la charge de travail, mais à une déconnexion entre le travail fourni et la reconnaissance perçue. En clair, ce n'est pas le nombre d'heures qui tue, c'est l'idée qu'on n'est jamais suffisant, peu importe l'effort. Mais cette croyance n'est pas une fatalité. Elle peut être démantelée, pas d'un seul coup, mais pièce par pièce. Le stoïcisme propose une méthode simple mais radicale: te détacher de l'attente externe. Marc Aurèle écrivait « La meilleure façon de se venger, c'est de ne pas devenir comme eux. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à un monde malade. Tu n'as pas besoin de t'excuser d'exister. Tu es là, et c'est suffisant pour commencer. Tu penses peut-être que les autres t'évaluent en permanence, et parfois, c'est vrai. Mais la plupart du temps, ils sont trop occupés à lutter avec leurs propres croyances toxiques. Ils ne te regardent pas comme tu crois. Tu crois qu'ils te jugent. Mais en réalité, tu projettes ton propre jugement sur leur regard. Une expérience menée à l'université de Cornell a révélé que les gens surestiment massivement la façon dont ils sont perçus par les autres. Ce qu'on appelle l'effet projecteur. Tu crois que tout le monde voit tes défauts, mais personne ne regarde vraiment, parce que tout le monde regarde soi-même. Alors que faire? Commence par changer ton vocabulaire intérieur. Chaque fois que tu te dis « je ne suis pas assez », remplace-le par « je suis en train de devenir ». Le cerveau ne comprend pas la négation. Il entend surtout ce que tu répètes. Si tu répètes chaque jour que tu es insuffisant, il va l'enregistrer. Si tu changes le disque, tu changes la musique. Et souviens-toi, le chêne ne s'excuse pas d'avoir mis 10 ans à pousser. Il pousse, il grandit, il s'enracine, il devient. Sans demander l'avis du vent, tu n'as pas à être plus. Tu as à te souvenir que tu es déjà en route, que ce que tu es maintenant, même dans le doute, même dans le flou, mérite déjà le respect, surtout le tien. Lady Gaga, icône planétaire, 13 Grammy Awards, des millions d'albums vendus, acclamés, adulés. Et pourtant, dans une interview de 2015, elle avoue « J'étais malheureuse. Tous les jours, je me réveillais en pensant à ce que je devais faire pour plaire, à qui je devais ressembler, comment je devais parler, et j'avais perdu de vue qui j'étais. Voilà ce que cette erreur fait. Elle te déconnecte de toi-même, lentement, sans bruit. Tu ne la vois pas venir, et pourtant, elle est là. Tu l'as peut-être faite aujourd'hui, sans même t'en rendre compte. Cette erreur, c'est croire qu'il faut plaire pour exister. C'est croire que ta valeur dépend de la validation extérieure, du like, du regard, de la réaction. Et plus tu l'entretiens, plus tu te vides. Ce n'est pas une métaphore, c'est physiologique. L'université de Harvard a publié une étude démontrant que l'activation du circuit de récompense dans le cerveau est aussi forte lorsque nous recevons des signes sociaux positifs que lorsque nous consommons de la drogue. Ça veut dire que le besoin d'approbation est littéralement addictif. Tu veux plaire, non pas parce que c'est utile, mais parce que ton cerveau en réclame la dose. Et alors tu t'adaptes, tu parles différemment, tu t'habilles pour être vu, tu choisis tes mots pour ne pas choquer, tu réagis comme il faut. Et un jour, tu ne sais plus si ce que tu fais vient de toi ou de ce que tu crois que les autres attendent. Cette tension constante entre l'authenticité et la conformité est un des plus grands voleurs d'énergie mentale. Des chercheurs de Stanford ont découvert que les personnes qui passent plus de 3 heures par jour sur les réseaux sociaux ont 60% plus de risques de développer des troubles de l'estime de soi. Pourquoi? Parce qu'elles sont constamment exposées à un miroir déformant. Elles se comparent, elles s'ajustent, elles s'effacent. Mais cette erreur ne se limite pas à l'apparence. Elle infiltre aussi nos décisions les plus profondes. Le métier que tu choisis, le couple que tu acceptes, les rêves que tu mets de côté, parce que tu veux qu'on t'approuve, parce que tu veux ne pas décevoir. Et sans t'en rendre compte, tu deviens le produit d'une attente invisible. Chaque jour, tu offres un morceau de ton énergie pour nourrir un regard qui n'est même pas présent. Tu veux plaire à des gens qui, souvent, ne pensent même pas à toi. Et cette erreur-là, le stoïcisme la démonte pièce par pièce. Épictète disait « Si tu veux plaire, tu ne seras jamais libre. Si tu veux être libre, tu devras parfois déplaire. » C'est brutal, mais c'est vrai. Parce que plaire, ce n'est pas aimer. Et être aimé, ce n'est pas être approuvé. Ce n'est pas la même chose.
Tu peux être aimé pour ton courage, pour ta sincérité, pour ta lucidité. Mais ça demande parfois de déplaire à ceux qui vivent dans le mensonge. Jim Morrison, le chanteur des Doors, disait « La plupart des gens vivent dans une prison invisible, qu'ils ont eux-mêmes construite en essayant de répondre aux attentes des autres. Tu ne peux pas être heureux si tu vis dans le regard d'un autre, même si ce regard est bienveillant, parce qu'il est étranger, il change, il juge, il exige, et il ne sait rien de tes douleurs, de tes rêves, de tes vérités. Et voici une révélation qui peut changer ta vie. Les gens te jugeront de toute façon, peu importe que tu joues le rôle parfait, que tu dises ce qu'ils veulent entendre. Ils projettent leurs insécurités sur toi. Ce n'est pas personnel, ce n'est même pas réfléchi. Ce n'est qu'un reflet de leur propre combat intérieur. Tu ne peux pas contrôler ce qu'ils voient, mais tu peux décider d'arrêter de t'y ajuster. Marc Aurèle disait « Ce que pensent les autres ne doit pas voler ton esprit. » Et pourtant, on laisse ces pensées voler nos matins, nos élans, nos rêves. On remet à plus tard ce qui nous anime pour être raisonnable. Mais raisonnable pour qui? Pourquoi? Il n'y a rien de plus déraisonnable que de renier son élan vital pour un regard extérieur. Et pourtant, tu peux changer ce mécanisme. Tu peux redevenir ton propre centre, pas par égoïsme, mais par clarté. Quand tu arrêtes de chercher à plaire, tu deviens cohérent. Et quand tu es cohérent, tu attires des gens qui vibrent avec ton vrai toi. Et tu repousses ceux qui n'auraient jamais dû s'approcher. Ce que tu crois être du respect, parfois, n'est que de la peur. Ce que tu crois être de l'amour n'est que de l'acceptation conditionnelle. Et ce que tu appelles être apprécié, parfois, c'est juste ne pas faire de vagues. Mais la paix intérieure ne naît pas de l'absence de vagues. Elle naît du fait de savoir nager en pleine mer. Alors pose-toi cette question, profondément. Combien d'énergie perds-tu chaque jour à essayer de faire bonne impression? Combien de projets n'as-tu jamais lancés parce que tu craignais la vie des autres? Combien de mots t'es-tu interdit de dire? De vêtements t'es-tu interdit de porter? De vérité t'es-tu empêché de vivre? Et si tu décidais aujourd'hui de faire l'expérience de ton vrai visage? Même si ce n'est pas celui qu'ils attendent, même si ça tremble, même si ça fâche. Car ce n'est qu'en arrêtant de plaire que tu pourras enfin respirer. Will Smith, avant de sauter en parachute à 50 ans, a partagé une phrase qui a marqué des millions de personnes. Dieu a mis les meilleures choses de la vie de l'autre côté de la peur. Et ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité biologique, psychologique, philosophique. La peur, cette sensation qu'on évite tous comme une brûlure, contient en réalité la clé de la transformation. Le problème, c'est qu'on la fuit. Et en la fuyant, on fuit aussi notre propre liberté. Tu penses peut-être que la peur est un signal de danger. C'est ce qu'on t'a appris. Tu ressens un stress intense avant de parler en public? C'est sûrement un signe que tu n'es pas fait pour ça. Tu trembles avant un rendez-vous important? Peut-être que tu n'es pas prêt. Mais non, ce n'est pas un signal d'arrêt. C'est un signal d'expansion. Ton système nerveux t'alerte parce que tu t'apprêtes à sortir de ton cadre connu. Et c'est là que tu peux grandir. Des recherches en neurosciences, notamment celle du docteur Andrew Huberman de Stanford, montrent que le stress modéré et contrôlé stimule la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions. Autrement dit, tu n'apprends jamais autant que dans l'inconfort. Ce n'est pas le confort qui t'améliore. C'est ce moment où tu doutes, où tu trembles, où tu résistes, mais tu avances quand même. Regarde David Goggins. Ancien obèse, battu dans son enfance, nul à l'école, incapable de courir 1 kilomètre sans s'écrouler. Aujourd'hui, il est devenu l'un des hommes les plus endurants au monde. Ultra-marathonien, ancien Navy SEAL, auteur à succès. Mais il répète toujours la même chose. Ce qui m'a libéré, ce n'est pas de fuir ma douleur, c'est de la regarder droit dans les yeux et de l'utiliser. Ce que tu fuis est exactement ce qui peut t'élever. Mais la plupart des gens font l'inverse. Face à une émotion inconfortable, ils fuient, ils se distraient, ils rationalisent, ils reportent, ils évitent. Et c'est logique, parce que l'inconfort, dans l'instant, fait mal. Mais ce qu'ils oublient, c'est que l'évitement a un coût émotionnel, un coût existentiel, et surtout, un coût en liberté. Chaque fois que tu évites ce qui te dérange, tu renforces ta cage mentale. Le stoïcisme, lui, te propose une autre voie. Sénèque disait «
C'est dans l'adversité que l'homme se révèle. Et cette adversité, ce n'est pas forcément une tragédie. C'est parfois juste un non que tu n'oses pas dire. Une vérité que tu n'oses pas affirmer. Une route que tu n'oses pas prendre. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle t'oblige à te confronter à tes limites imaginées. Et tu sais ce qui est fascinant? Ton cerveau ne fait pas la différence entre une menace physique et une menace symbolique. Tu ressens le même type de stress face à un prédateur que face à un jugement social. Résultat, tu préfères rester dans l'ombre, dans l'acceptable, dans le connu, même si ça t'étouffe, même si ça te vide, parce que l'inconnu te semble pire. Mais si tu regardes les moments les plus puissants de ta vie, les vrais tournants, tu verras qu'ils ont tous commencé par un inconfort. Ce premier pas dans une nouvelle ville, ce oui tremblant, ce non libérateur, cette prise de parole alors que tu avais peur de bafouiller, ce moment où tu as arrêté de fuir, juste une seconde, et c'est là que quelque chose a changé. Une étude de l'université de Yale a démontré que l'exposition régulière à des situations inconfortables développe une tolérance émotionnelle bien plus stable que l'évitement. Les personnes qui s'entraînent à traverser l'inconfort deviennent plus résilientes, plus calmes et surtout plus libres, parce qu'elles n'ont plus besoin d'un environnement parfait pour être en paix. Les stoïciens, eux, s'exposaient volontairement à l'inconfort. Ils dormaient sur le sol, jeûnaient, se baladaient avec des vêtements abîmés, non pas pour souffrir mais pour se rappeler que la peur de l'inconfort est souvent plus douloureuse que l'inconfort lui-même, et qu'une fois qu'on traverse cette ligne, quelque chose se réveille, un calme, une puissance, une lucidité. Et toi, qu'est-ce que tu fuis depuis des années? Un appel à passer, une décision à prendre, une solitude à accepter, une vérité à dire, un rêve à oser. Et si tu arrêtais de fuir? Si tu te tenais debout face à ce qui t'effraie le plus, même quelques secondes, tu découvrirais peut-être que cette peur n'était pas un mur, c'était une porte. Et ce qui t'attend derrière, ce n'est pas la douleur, c'est toi, le vrai toi. Michael Jordan n'a pas été sélectionné dans son équipe de basket au lycée. Il est rentré chez lui, a pleuré, s'est enfermé dans sa chambre. Ce jour-là, il aurait pu dire « Je ne suis pas fait pour ça ». Il aurait pu croire cette voix qui lui murmurait qu'il n'était pas assez rapide, pas assez fort, pas assez doué. Mais au lieu de ça, il a décidé que cette croyance ne le définirait pas. Il n'a pas cru ce qu'il ressentait, il a cru ce qu'il allait devenir. Et c'est là que tout commence. Le problème, ce n'est pas ce que tu es. Le problème, c'est ce que tu crois que tu n'es pas. Chaque jour, tu vis non pas en fonction de ton potentiel, mais en fonction de tes limitations mentales. Tu n'agis pas selon ta capacité, tu agis selon ton image de toi. Et cette image, tu l'as construite à partir de moments de doute, de phrases entendues trop tôt, de blessures mal cicatrisées. Tu crois que tu ne peux pas. Et tant que tu le crois, c'est vrai. Une étude de l'université de Cambridge a démontré que les croyances auto-limitantes activent les mêmes zones cérébrales que les traumatismes passés. Ce que tu crois, même si c'est faux, produit une réponse biologique réelle. Ton cœur bat plus vite, tes mains tremblent, tu hésites, tu procrastines, tu abandonnes. Pas parce que tu es incapable, parce que tu es conditionné. Et c'est là que le stoïcisme t'offre une clarté radicale. Épictète, qui était né esclave, écrivait « Ce qui t'arrête, ce n'est pas la chose, c'est le jugement que tu portes sur elle. Tu ne peux pas, ou tu as simplement appris à dire ça avant même d'essayer. Qui t'a dit que tu n'étais pas capable? D'où vient cette voix en toi? Est-ce vraiment la tienne, ou celle d'un parent dur, d'un prof humiliant, d'un monde qui t'a appris à te voir petit? Regarde Thomas Edison. Plus de 1000 tentatives ratées avant d'inventer l'ampoule. Il aurait pu se dire qu'il n'était pas un génie, qu'il n'y arriverait pas, que les autres étaient meilleurs. Mais il croyait en autre chose, pas en sa perfection, en son mouvement. Il disait « Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 1000 manières qui ne fonctionnent pas ». Sa force, ce n'était pas le talent, c'était la vision de lui-même qu'il refusait d'abandonner. Et toi, quelle version de toi as-tu laissé tomber? Celle qui osait, celle qui rêvait grand, celle qui essayait sans se juger? Tu crois peut-être que tu es trop ceci ou pas assez cela. Mais si tu pouvais voir ton propre potentiel d'un point de vue extérieur, tu serais sidéré. Ce que tu crois être tes défauts sont souvent des forces mal dirigées. Tu te crois instable? Peut-être que tu es juste curieux. Tu te crois lent? Peut-être que tu es simplement profond.
Tu te crois en retard, mais en retard par rapport à quoi? À qui? Le stoïcisme te pousse à interroger ces croyances avec lucidité, pas à les combattre frontalement, mais à les observer. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, et c'est là que réside ta liberté. Tu n'as pas besoin d'attendre que le monde change pour te libérer. Tu as juste besoin de changer ce que tu crois sur toi-même. » Et les études confirment ça. Des chercheurs de l'Université de Toronto ont démontré que le simple fait de modifier la formulation d'une pensée négative en une pensée interrogative augmente de 40% les chances de passage à l'action. Exemple, au lieu de dire « je ne peux pas », dire « et si je pouvais ». Ce n'est pas magique, c'est chimique. Ton cerveau ouvre de nouvelles connexions dès qu'il sent une porte ouverte. Alors ouvre-la, même un peu. Parce que chaque fois que tu dis « je ne suis pas capable », tu fermes une réalité qui aurait pu exister. Tu n'as pas échoué parce que tu n'étais pas fait pour ça. Tu as échoué parce que tu n'y es pas allé avec l'idée que c'était possible. La différence entre celui qui échoue et celui qui réussit, ce n'est pas le talent. C'est l'élan intérieur. Tu es bien plus que ce que tu crois, mais tu ne le verras jamais tant que tu crois ne pas pouvoir. C'est un piège mental, un programme invisible. Et ce programme doit être reprogrammé, pas à coup de motivation passagère, mais à coup de petites preuves quotidiennes. Chaque jour où tu fais un pas malgré le doute, tu fais reculer l'ancienne croyance. Chaque acte est une négociation avec ton futur. Tu avances ou tu renonces. Et si tu décidais aujourd'hui de ne plus croire ce que tu crois, juste essayer, te donner cette chance. Parce qu'au fond, ce que tu cherches à devenir, c'est déjà là, en sommeil, en attente d'un feu vert qui ne viendra jamais de l'extérieur. C'est à toi de le donner. Il y a un moment, dans chaque vie, où le décor ne change pas, mais où tout change. Pas parce qu'un miracle est arrivé, mais parce que le regard s'est inversé. Ce moment, certains l'appellent éveil, déclic, prise de conscience. Les stoïciens, eux, l'appellent retour à la raison. C'est l'instant où tu te rends compte que tu as toujours vécu sous hypnose, que les murs de ta prison mentale n'étaient pas en béton, mais en pensée. Tu attends peut-être que le monde te prouve que tu es digne, que les autres te confirment que tu es assez, que la vie t'offre des garanties pour que tu oses. Mais la vérité, c'est que le monde ne te donnera jamais de feu vert. Le feu vert, c'est à toi de le créer. C'est là que commence le vrai pouvoir stoïcien. Redéfinir ta réalité, non pas selon ce qui t'arrive, mais selon la manière dont tu choisis de le voir. Tu crois que c'est abstrait? C'est en réalité d'une précision chirurgicale. Viktor Frankl, neurologue et psychiatre autrichien, a survécu à l'enfer des camps de concentration nazis. Il a tout perdu, famille, statut, liberté. Et pourtant, au cœur de l'horreur, il a découvert une chose. Tout peut être enlevé à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, celle de choisir son attitude face à n'importe quelle circonstance. Ce n'est pas une phrase, c'est une bombe. Et si Frankl a pu choisir son attitude dans un camp, alors toi, ici, maintenant, tu peux le faire dans ta vie. Dans ton couple, dans ton travail, dans ton quotidien. Tu peux décider que ce qui t'arrive n'est pas une punition, mais une opportunité de te transformer. Pas spirituellement, pas symboliquement, concrètement. Parce que ce que tu crois détermine ce que tu vois, et ce que tu vois détermine ce que tu fais, et ce que tu fais finit par devenir qui tu es. Tu veux changer ta vie? Commence par changer ta manière de lire les événements. Pas pour te mentir, pas pour positiver de façon toxique, mais pour te libérer du statut de victime. Le stoïcisme ne te demande pas d'aimer la douleur, il te demande de l'utiliser. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui bloque le chemin devient le chemin. » Tu as peur d'échouer? Très bien, c'est la preuve que tu avances. Tu doutes de toi? Parfait, cela montre que tu n'es pas dans ta zone de confort. Tu souffres d'un rejet? C'est le moment idéal pour renforcer ton indépendance intérieure. Tu n'as pas besoin d'un monde parfait pour évoluer, tu as besoin d'un cadre intérieur solide. Et ce cadre, tu peux le construire, chaque matin, par une pratique, par une parole, par une pensée dirigée. Des études de la London School of Economics ont démontré que les personnes qui tiennent un journal de réflexion quotidienne pendant 30 jours augmentent leur clarté mentale, leur résilience émotionnelle et leur capacité à gérer le stress. Les stoïciens le faisaient déjà il y a 2000 ans. Ce n'est pas de la théorie,
c'est de la stratégie de vie. Tu peux aussi pratiquer ce qu'ils appelaient la préparation à l'adversité. Chaque jour, imagine le pire, non pas pour vivre dans la peur, mais pour t'y préparer, pour désamorcer l'effet de choc, pour ne pas être pris au dépourvu. Sénèque disait « Celui qui attend le pire n'est jamais surpris. » Et parfois même, il se surprend à espérer moins. C'est ça le paradoxe stoïcien. Plus tu acceptes que la vie soit rude, plus tu ressens de légèreté. Parce que tu ne te bats plus contre l'imprévisible. Tu danses avec lui. Et surtout, souviens-toi de ceci. Tu peux changer de narration à tout moment. Ce que tu as vécu jusqu'ici n'est pas ton identité. Ce sont des chapitres. Et tu es encore l'auteur. Tu peux transformer une blessure en force, un échec en tremplin, un rejet en renaissance. Mais pour ça, il faut accepter une vérité difficile. Tu ne peux pas toujours choisir les événements, mais tu peux toujours choisir le sens que tu leur donnes. Et ce choix-là est plus puissant que n'importe quelle circonstance, parce qu'il t'appartient. Il ne dépend ni des autres, ni du passé, ni des résultats. Il est là, maintenant, accessible. Et il ne demande qu'une chose, que tu arrêtes de croire que tu es prisonnier. Tu veux redéfinir ta réalité? Commence ici. Arrête-toi une minute. Respire. Observe tes pensées comme si elles n'étaient pas les tiennes. Demande-toi, est-ce que cette pensée me rend libre ou est-ce qu'elle me retient? Si elle te retient, remplace-la. Non pas par une phrase magique, mais par une autre possibilité. Et recommence, chaque jour, jusqu'à ce que cette nouvelle narration devienne ta voix. Parce que oui, tu peux changer. Pas en devenant quelqu'un d'autre, mais en redevenant celui que tu es, sans les filtres, sans les chaînes, sans les croyances que tu n'as jamais choisies. Tu n'es pas ce que tu crois, tu es ce que tu choisis de croire maintenant. Et ça, c'est le vrai début de ta liberté.